Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre deuxième émission consacrée au débriefing de notre premier tutoriel sur le son. Nous avons eu en une quinzaine de jours plus de 1600 connexions sur notre chaîne YouTube. Donc c'est exceptionnel, on ne s'attendait pas à autant de succès. C'est au-delà de nos expériences. Merci à tous pour votre confiance. Je vous rappelle les noms de notre équipe. Donc on a Patrick qui est à la réalisation. On a Daniel, notre formateur en chef, et Norbert qui fait la présentation de cette émission et qui va transmettre donc toutes les questions. Écoutez, bonne émission et on attend vos questions avec impatience. Donc à toi, Daniel. Voilà, bon, donc je vous avais pu consulter la vidéo que j'ai faite, qu'on a mise en ligne sur les principes généraux de la prise de son à l'image. La petite restriction que j'ai formulée au cours dans cette vidéo, c'est que ce que j'explique concerne essentiellement la prise de son d'interview ou la prise de son en fiction. Il est évident que la prise de son en reportage, surtout en ce qui concerne les reportages que vous avez l'habitude de pratiquer, c'est-à-dire, disons, principalement, on va dire, des films de voyage, ça sort un petit peu du cadre de cette vidéo. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, celle qui a été conçue et réalisée par Patrick, va porter exclusivement, principalement, sur ce sujet que vous attendez tous. Je le sais parce que j'ai eu des messages me demandant déjà de donner des explications, de donner des indications sur cette prise de son un petit peu particulière, qui est celle du reportage dans laquelle vous êtes seul, ou quasiment seul, derrière votre caméra, à tout faire, en quelque sorte, c'est-à-dire à la fois l'image et le son. Là, nous, maintenant, comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, on se trouve dans une situation un petit peu différente, dans laquelle on distingue deux fonctions différentes, celle du cadreur, c'est-à-dire qui va s'occuper essentiellement de l'image, et celle du preneur de son, qui va évidemment s'occuper de la prise de son. Voici donc c'est donc cette vidéo, dans cette vidéo que j'ai essayé de vous expliquer comment on peut procéder pour faire une prise de son satisfaisante à l'image, indépendamment du micro, de la caméra à proprement parler. Voilà. Alors je ne sais pas, il y a peut-être déjà des questions que vous aimeriez poser sur des choses que vous n'avez peut-être pas tout à fait non pas comprises parce qu'il n'y a rien de particulier à comprendre, mais disons bien intégré, bien assimilé par rapport à votre future pratique. Voilà. Donc dans ce cas, si j'ai des questions, je vais revenir en partage d'écran, je vais partager mon écran et je vais revenir sur les pages de cette vidéo sur lesquelles portent éventuellement vos questions. Donc j'attends des questions et si vous avez quelque chose à me demander, je suis là pour y répondre. Alors merci Daniel. Pour l'instant, on a quelques petits problèmes peut-être techniques de connexion. Parce que je crois que le lien qui a été envoyé arrivait sur un écran qui est figé. Et finalement, il faut retourner sur la chaîne YouTube, c'est ce que j'ai fait, et rechercher la chaîne FFCV Objectif Formation. Et à ce moment-là, on rentre à nouveau sur la chaîne. Et là, on peut avoir accès à notre séance en direct. Donc, du coup, il y a certainement un décalage dans les connexions. Et là, c'est en train de monter doucement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément… tiens, il y a Jean-Pierre Droilard, notre webmaster, qui met « Le lien que j'ai mis ne fonctionne pas, il faut aller chercher la chaîne et c'est plus compliqué. » Alors, effectivement, mais bon, voilà, on est déjà une petite vingtaine connectés. Donc, peut-être qu'on va attendre un tout petit peu. Moi, je poserai une ou deux questions pour lancer le débat. Mais effectivement, Jean-Pierre nous confirme que le lien ne fonctionne pas.
Donc voilà, donc si j'ai pourtant mis un petit message justement sur la chaîne YouTube, accéder par le lien de Jean-Pierre pour que donc les gens ressortent et aillent rechercher à nouveau la chaîne sur YouTube. Donc je pense que ça doit être en train de se faire puisqu'on monte doucement. Et donc Francis Bonnet nous dit c'est pas direct pour se connecter. Oui, oui. Donc effectivement, ça confirme. Mais bon, c'est en train de monter, donc peut-être que Alain, tu redonneras quand je te dirai que les gens sont bien connectés, tu rediras peut-être un tout petit mot. Sinon, donc on a bien compris, Daniel, que le gros travail que tu as fait là sur le premier tuto d'une vingtaine de minutes balayait tous les problèmes du son qui vont être repris dans les mois à venir, dans les semaines et les mois à venir, par chapitre, où on rentrera beaucoup plus dans le détail. Notamment, Patrick en dira un petit mot tout à l'heure après les questions et réponses. Donc, la technique de prise de son dans le reportage. Il y aura l'interview. Enfin voilà. Donc, tout sera après, chapitre par chapitre, sera étudié et on tiendra compte, bien sûr, des désirs de nos adhérents pour avancer dans la fabrication de ces tutos qui seront mis en ligne régulièrement. Alors moi, j'avais une première question parce que bon, je fais souvent du reportage avec mon DSLR, un GH5, et bien souvent, je mets, pour voyager assez léger, je mets un micro type Rode Vidéomic Pro dessus, donc je rentre en XLR, en mini jack, pardon. Je n'ai pas d'adaptateur XLR et tu as dit qu'il fallait, enfin, si j'ai bien compris, il faut sur les préamplis de l'appareil de prise d'image, il vaut mieux baisser un peu le niveau pour pouvoir laisser toute se débrouiller tout seul le préampli du micro qui est bien souvent de meilleure facture. Donc, quel est ce réglage? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, il y a deux choses à distinguer. Si vous êtes seul avec votre caméra et que vous utilisez le micro de la caméra qui est branché directement en mini jack sur l'entrée de la caméra, si vous réglez, mais ça ce sont des problèmes qui sont peut-être déjà un peu prématurés, parce que je pense que la vidéo qui est prévue par Patrick, qui va concerner justement tous ces problèmes-là, c'est la vidéo qui va venir en deuxième. C'est la prochaine vidéo qui va être en ligne. On peut toujours déjà donner quelques réponses, évidemment. C'est sûr que dans ce cas, vous allez mettre votre caméra en mode automatique, c'est-à-dire que vous allez demander à votre caméra de s'adapter aux besoins de la situation pour enregistrer au mieux, si elle peut le faire, dans les conditions qui seront pas toujours idéales, d'enregistrer au mieux ce qui se passe autour d'elle. Voilà, c'est la raison pour laquelle dans la vidéo dont je parle moi aujourd'hui, j'ai bien précisé que c'était un problème que je n'abordais pas encore. Je pense qu'il faut bien séparer les choses, il faut bien séparer la situation dans laquelle, d'un côté, on réalise une prise de son à part, complètement séparément de la caméra, même si la caméra ou le DSLR sert d'enregistrement d'un son témoin. C'est toujours très utile, ne serait-ce que pour resynchroniser le son qu'on a pris à l'extérieur avec le son qui a été pris par la caméra. Mais c'est sûr que ce son témoin, tel qu'on le met en route sur une caméra, est un son qui sera palliatif, qui sera pas du tout le son qu'on peut vraiment espérer. D'ailleurs, les difficultés que vous rencontrez dans le son et dans la post-production sur vos films viennent de là. Elles viennent de ce que vous comptez sur le son enregistré par la caméra, par le micro de la caméra, et que vous vous en contentez, si je puis dire. Alors que dans bien des situations, ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'ai fait justement dans la caméra, dans le
dans le tutoriel que j'ai mis en ligne, je vous ai expliqué justement pourquoi il est nécessaire d'utiliser un son extérieur à la caméra, placé sur une perche, sur un pied, hein, de façon à avoir un bon rapport entre le son direct et les sons d'ambiance. Hein. On peut revenir un instant dessus, à moins qu'il y ait peut-être d'autres questions déjà? Non? Pas Alors oui, encore? oui, les questions arrivent. Alors déjà, il y a beaucoup de félicitations pour ton magnifique tuto. Donc, on me dit alors, oui, Michel Jarousseau me dit que le système que j'ai recommandé a l'air de marcher. Donc, du coup, les connexions montent un peu. Voilà. Donc, on est déjà presque une petite trentaine. On est bientôt une trentaine. Donc, Georges nous dit quels sont les niveaux d'entrée pour avoir un bon son en fiction, valeur, etc. Alors, je ne sais pas s'il ne faudrait pas qu'il précise la question. Pour les niveaux d'entrée pour avoir un bon son en fiction. Le niveau d'entrée, quel qu'il soit, que ce soit en fiction ou que ce soit en interview, sont toujours les mêmes. On a sur les appareils, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit sur un appareil, sur une caméra, sur un DSLR ou sur un enregistreur externe, on a une mesure en picmètre, c'est-à-dire une mesure qui comprend une échelle qui plafonne au zéro. Et ce zéro, c'est pas du tout un zéro dans le sens où on l'entend d'habitude, c'est au contraire quelque chose qu'il ne faut jamais atteindre. C'est-à-dire qu'en fait, l'échelle est toujours négative. Donc, on va mixer quelque part en dessous du zéro. Et si par malheur, on atteint ce zéro, on est dans une situation où on va créer une saturation. C'est-à-dire que le système numérique n'est plus capable d'interpréter le son analogique qu'il est en train qui est en train de rentrer dans l'appareil pour le convertir en numérique. Et donc, comme il n'est plus capable de le faire, il sature. Alors donc, on n'atteint jamais ce zéro. Non seulement on n'atteint pas ce zéro, mais on doit, grosso modo, alors c'est évidemment à moduler en fonction des besoins, en fonction de l'intensité du son extérieur, on doit en gros tourner autour de -12. Voilà. Si on voit le picmètre dépasser très fortement le -12, arriver vers -5, -3, on est un petit peu dans une situation à risque. C'est-à-dire qu'on risque de taper sur le zéro et de créer une saturation. Donc, le mixage sur un picmètre se fait à -12. Mais d'abord, vous devez absolument reconnaître que vous êtes devant un picmètre. C'est-à-dire que vous avez une échelle qui va vous permettre de mesurer le niveau numérique qui a été donc converti par l'appareil et qui vous donne ces valeurs. Voilà. Donc, -12, c'est une valeur approximative autour de laquelle on doit tourner. Voilà. Quand on fait un réglage à la main, c'est-à-dire manuel. Quand on est en automatique, il y a beaucoup d'appareils qui vous proposent de régler les niveaux d'entrée de façon automatique. Et alors là, évidemment, on n'a plus à se soucier de ces choses-là, puisque c'est l'appareil lui-même qui, en fonction du niveau extérieur, va s'adapter et va effectivement lui aussi tourner autour de ce fameux -12. Voilà. Donc vous voyez maintenant ce qu'on appelle un picmètre numérique. On a une échelle qui part en dB, qui part de -60 et qui va jusqu'au 0. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un picmètre numérique. Et le -12 que l'on préconise comme niveau d'enregistrement, vous le voyez ici, le niveau moyen autour de -12 dBFS. Voilà. Donc vous devez faire en sorte que ce niveau ne tourne autour de ce -12. Alors il peut monter, évidemment, en fonction du son autour de vous que vous avez enregistré, mais c'est un niveau moyen. Et vous voyez sur tous les appareils, ici par exemple, on a un F4, un enregistreur externe,
on a également des picmètres. Alors évidemment, les indications sont un petit peu moins parlantes sur ces petits appareils, sur ces petits écrans, mais en fait, si on regarde bien, on a à peu près quelque chose d'équivalent, hein, même si c'est un petit peu moins clair. Vous voyez, un zoom sur un zoom H6 également. Si vous regardez sur vos caméras, vous avez la possibilité sur les écrans LCD de vos caméras, de visualiser vos niveaux d'entrée. Et là aussi, vous pouvez évaluer justement, alors ça dépend des caméras, mais certaines caméras permettent de visualiser l'échelle numérique, hein, entre une valeur inférieure très basse, ici comme on le voyait tout à l'heure, moins 60, mais jusqu'au zéro que vous ne devez pas atteindre. Voilà. Voilà un petit peu. Oui. Oui. Pardon. Est-ce qu'un bruit sec et bref, comme une porte qui claque, peut monter, peut tutoyer le zéro Ah, bah absolument. C'est un risque, bien sûr. Donc, il est tout à fait possible, quand vous êtes en réglage manuel, si vous n'avez pas prévu une marge suffisante, et si vous n'avez pas prévu l'apparition justement d'un bruit qui pourrait provoquer une saturation, c'est sûr que vous courez le risque d'avoir une saturation. C'est évident. Donc, à la limite, il vaut mieux provoquer ce bruit pour faire des tests, pour régler son niveau. Voilà, exactement. C'est un petit peu ce que l'on fait aussi dans un autre ordre d'idées. Quand on va faire le mixage en post-production, on va justement établir les niveaux maximum de façon à faire en sorte que le niveau maximum qu'on anticipe soit géré correctement et ne risque pas d'atteindre ce niveau de saturation. Oui, tout à fait. C'est tout à fait comme ça. Alors, si on est dans une situation dans laquelle on ne sait pas ce qui vous attend. Par exemple, on est dans la rue, on enregistre une ambiance et il peut y avoir quelque part une voiture qui passe d'une façon inattendue, quelque chose de violent. Alors, dans ce cas-là, on peut anticiper en baissant beaucoup le niveau moyen. Là, cette fois, dans une situation à risque, on peut très bien avoir un niveau moyen qui va tourner autour de moins 20 plutôt. Voilà. Mais là aussi, c'est pareil, c'est à juger, à estimer, et avec des risques inattendus, de bruits inattendus qui peuvent polluer et perturber la qualité de l'enregistrement. Par contre, si là, on a laissé en automatique, dans ce cas-là, le bruit la caméra va baisser le niveau d'elle-même, et du coup, si quelqu'un est en train de parler, tout sera baissé, quoi. Ben, ça dépend. Ça dépend de la caméra. Ça dépend de la façon dont a été construit, dont a été fabriqué l'enregistreur de la caméra. Disons que dans la majorité des cas, elle va réagir. Dans peut-être un certain nombre de cas, notamment lorsque le bruit est particulièrement violent, il est tout à fait possible qu'elle ne réagisse pas suffisamment. C'est possible. Mais ça c'est des problèmes justement qui seront évoqués avec Patrick, puisque c'est précisément ce genre de situation qu'il faut être capable de gérer quand on fait du reportage. Effectivement, on verra ça la prochaine fois, Ouais. parce qu'il y a plein de techniques possibles quand on ne sait pas quels sont les niveaux que l'on va avoir. Il y a la possibilité d'enregistrer sur deux pistes, une au niveau normal et une atténuée, où il y a aussi des enregistreurs qui utilisent des entrées maintenant insaturables avec des compresseurs, des limiteurs et des convertisseurs qui vont permettre ce genre de sport. Voilà. Ok. Donc sinon, Guy a une question sur le micro. Un micro qui nécessite une alimentation fantôme fonctionne avec une liaison XLR, mais semble ne pas fonctionner si la connexion est en jack 6.35. J'ai pas très bien compris la question. Tu peux répéter ? Donc, un micro qui nécessite une alimentation fantôme fonctionne avec une liaison XLR, mais semble ne pas fonctionner si cette connexion est en jack 6.35. Normalement, un micro qui reçoit une alimentation fantôme, normalement, est branché en XLR.
et pas en jack 635. Simplement, vous avez, par exemple, sur les caméras, vous avez des micros qui vont rentrer dans la caméra en jack 3.5, en mini jack. Et lui, effectivement, si le micro nécessite une alimentation fantôme, elle va parvenir par l'intermédiaire de la caméra à partir de cette liaison. Mais je n'ai jamais vu un micro, comment dire, qui nécessite une connexion en XLR rentrer en jack 635 quelque part. Je crois qu'il faut dire en réalité que le jack 635, c'est un jack qu'on utilise en musique. Oui, c'est ça. Ou sert à faire des liaisons ou en musique, mais en aucun cas on rentre des micros directement en alimentation fantôme. Non. Alors, si on est sur un système avec un jack 3.5, on a des alimentations, mais qui sont des bas voltages dans les 5 volts, des choses comme ça. C'est ça. Donc, ça n'alimente pas un micro qui est en alimentation fantôme 48 volts. Voilà, exactement. Attention, parce qu'il y a plusieurs modes d'alimentation, exactement. Donc l'alimentation fantôme d'un micro normal, par exemple, que l'on place sur un pied, sur une perche, etc., va être en liaison XLR sur l'enregistreur ou sur la caméra, dans la mesure où la caméra a des entrées XLR. D'ailleurs, ça rejoint la question de Marielle. Oui. On va la poser. Si je comprends bien, peut-être la question de Guy, parce que quand on est sur un enregistreur type Tascam, Zoom, il y a cette possibilité directement sur la prise XLR, au centre, d'introduire un jack. Donc, c'est peut-être ça le sens de sa question. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, quand vous êtes, par exemple, sur un Zoom, dans lequel vous avez une prise qui est à la fois, compatible avec une entrée XLR, un connecteur XLR et un connecteur jack, à ce moment-là, c'est autre chose. C'est parce que vous allez rentrer dans le Zoom en question ou dans l'enregistreur un signal, par exemple, de la musique. Par exemple, autre chose que vous voulez mixer directement dans l'enregistreur, mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé au micro du tout. N'est-ce pas? Le jack 635 n'est pas compatible avec une entrée micro. Donc c'est sur ces zooms, vous avez donc ces espèces d'entrées multiples avec les deux possibilités de connexion, XLR d'un côté et en même temps jack de l'autre, mais l'XLR est réservé au micro, permet l'alimentation fantôme du micro, et le jack 635, lui, va en général admettre une entrée de niveau ligne, c'est-à-dire une entrée soit de la musique, soit un autre appareil, un enregistreur, quelque chose qui n'est pas du tout du même niveau que le micro qui va nécessiter une amplification. Si vous voulez, l'entrée XLR, c'est une entrée qui va aller dans l'enregistreur vers un préamplificateur et pour faire en sorte que le niveau du micro atteigne ce que l'on appelle le niveau ligne, c'est-à-dire un niveau grosso modo 10 fois plus élevé que le niveau du micro, qui va ensuite être traité, être enregistré et être traité par l'enregistreur et dans la suite du parcours. D'accord. Et il n'y a pas de dégâts, de dommages si par exemple on a introduit un jack dans la prise XLR compatible et qu'on envoie l'alimentation fantôme dessus quand le jack est branché. Oh non, pas du tout, je crois pas, absolument pas. Non, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il n'y a pas l'alimentation fantôme sur les zooms. Oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a d'ailleurs, oui. Patrick, on me signale que ton son est faible. Ah, mon son est faible à moi. Voilà. Ouais. Bon, là, je suis mieux, là, comme ça, voilà. Oui, je pense que sur le Zoom, il n'y a pas d'alimentation fantôme sur le jack. Oui, c'est ça. Ouais. Petite chose, puisqu'on parle d'alimentation fantôme, n'oubliez surtout pas de couper l'alimentation fantôme avant de débrancher vos micros. C'est très important. Parce que précisément, cette alimentation fantôme, si on débranche le micro sans l'avoir coupé, le micro, enfin le condensateur du micro reçoit une décharge qui est, disons, peut-être pas du premier coup, mais à la longue, en tout cas, très préjudiciable à son fonctionnement.
Voilà, Ça, c'est important une chose que j'indique bien dans la vidéo, hein, justement, en parlant des micros. C'est une chose que j'indique bien dans la vidéo, une précaution très importante à assurer. Marielle parlait des micro-cravates, le Sanker COS 11 et le Sennheiser MKE2 Gold. Elle demande s'ils ont une alimentation fantôme. Ce micro, il est branché sur un émetteur HF. Il n'est jamais branché directement sur la caméra, jamais. D'ailleurs, c'est pas du tout possible, hein, puisque le cordon est assez petit. Hein. En général, ça fait 1 mètre, maximum 2 mètres le cordon. Donc, on le branche sur un émetteur HF. Et cet émetteur HF, lui, il dispense automatiquement sur ces entrées-là une alimentation fantôme vers le micro, cravate, automatiquement. Par contre, une chose très importante, qui est indiquée aussi dans cette vidéo, c'est que cette alimentation fantôme, de l'autre côté, au niveau du récepteur, c'est-à-dire celui qu'on va brancher sur la caméra ou sur l'enregistreur, là, cette fois, sur la caméra ou sur l'enregistreur, il faut bien faire attention à couper cette alimentation fantôme, puisqu'elle ne sert plus à rien, puisque l'alimentation fantôme a été produite, desservie par l'émetteur. Alors c'est pas très grave, ça ne risque pas d'abîmer le matériel, mais seulement par contre ça va polluer le son. Vous allez avoir des sons, vous allez avoir des grésillements, vous allez avoir des sons parasites. Donc il faut bien faire attention à couper cette alimentation fantôme au niveau du récepteur qui est branché directement sur la caméra ou sur l'enregistreur, sachant que l'émetteur, qui est branché lui sur le micro-cravate, il dispense de son côté l'alimentation fantôme nécessaire au micro. D'ailleurs, le COS 11 est livré avec des connectiques différentes en fonction sur quel matériel on va les connecter. Voilà, il y a des adaptateurs en fonction des types d'émetteurs. Ce qui est pareil pour certains micro-cravates de chez Rode qui ont un adaptateur, soit mini jack pour aller sur les Sennheiser, soit d'autres connecteurs. Je vous ferai voir lors de la présentation du son en reportage un petit adaptateur qui permet de mettre un micro-cravate sur une entrée XLR alimentée en 48 volts. Pierre nous dit les COS sont très bons et très pro, mais dans les 390 € pour le micro-cravate seul. Eh oui, hélas, hélas, on le regrette, on le regrette beaucoup. Et il faut faire attention, le micro-cravate, malgré tout, sauf dans des situations très particulières où il est absolument incontournable, comme je le dis dans cette vidéo, il est quand même avant tout une sécurité. Hein, dans la situation d'interview, dans la situation de fiction, c'est avant tout le micro qui est placé sur un pied ou sur une perche qui va à 99% fournir le son que l'on recherche et qui sera conservé. Mais, comme je l'indique dans la vidéo, il y a des incidents. Il y a des incidents qui vont pouvoir être corrigés grâce à ces micro-cravates. Et donc, on les place par sécurité avant tout. Mais, il y a des situations dans lesquelles le micro-cravate, surtout en fiction, va devenir extrêmement important. Où, effectivement, la perche, même si elle est manipulée par quelqu'un qui est très expérimenté, ne va pas parvenir à capter un son homogène, régulier, que l'on va pouvoir exploiter tout du long. Par exemple, lorsque la personne se retourne dans une fiction, il y a quelqu'un qui suit l'acteur à la perche, et le rôle de l'acteur nécessite qu'il se retourne. Donc il sort du champ de la perche. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Évidemment, on se rabat sur le micro-cravate, on est obligé. Et là, il est nécessaire que la liaison, que le micro-cravate soit suffisamment bien placé, caché, et pour fournir un son de qualité suffisante. Je me souviens, j'ai des étudiants à moi qui travaillaient dans des studios et qui m'ont montré des séances, des sessions de mixage d'une série que tout le monde connaît très bien puisqu'il s'agit d'Engrenage.
cette série avec ces policiers parisiens, etc. Et donc dans la session qu'il m'a montrée, il y avait distingué d'une façon très claire les micros de la perche et les micro-cravates. Et on voyait à quel point ce micro-cravate était absolument indispensable tout au long de la fiction, dans laquelle les personnages bougent, tournent la tête, se retournent, s'éloignent, se rapprochent. On voyait bien à quel point ce micro-cravate était là, absolument indispensable. Alors, il y a une question de l'Olive67. Ça doit être quelqu'un du Sud. Comment placer un micro-cravate pour être sûr qu'il n'y ait pas de bruit de vêtements parasites? Ah, voilà. Alors ça, c'est une chose que je vais essayer de faire, de démontrer dans une prochaine vidéo, hein, dans les vidéos qui vont suivre, puisqu'on a donc une vidéo, la prochaine vidéo de Patrick qui va concerner le reportage. Il y aura ensuite une vidéo que j'ai déjà faite qui concerne l'interview. Comment est-ce qu'on réalise une interview, et une troisième vidéo qui viendra un peu plus tard, qui va concerner essentiellement la fiction. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer quelles sont les différentes positions, les différents endroits où l'on peut placer d'une façon, satisfaisante, tout en le cachant, le fameux micro-cravate. C'est vraiment là la difficulté. Voilà. Alors il y a plusieurs solutions, évidemment, mais la moins bonne, c'est de le cacher sous les vêtements. C'est évident que quand on cache sous les vêtements, on coupe une certaine gamme de fréquences, essentiellement les basses fréquences, mais pas seulement. On coupe à peu près tout dans tout le registre, et le son est, quelle que soit la qualité du micro, amoindri par rapport à ce qu'il peut être normalement. Alors moi j'ai une solution, mais pour ça il faut avoir un chapeau. Alors c'est une première solution. Si vous avez une personne qui a un chapeau, placez ce micro au niveau du crâne, juste à l'endroit où il ressort du chapeau pour se fixer au sommet du crâne, mais tout en étant caché par le chapeau. C'est vraiment de loin ce qui donne le meilleur son. C'est ce que j'ai trouvé de meilleur. On a quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Mais il y a d'autres situations, notamment alors dans les cheveux, évidemment, mais ça c'est plus compliqué parce que il faut avoir des cheveux et c'est pas le cas de tout le monde, hélas, surtout à nos âges. Il y a aussi des situations qui permettent de le cacher, par exemple, à l'intérieur du nœud d'une cravate. Voilà. Non pas sur la cravate, parce qu'à ce moment-là, il reste visible, mais à l'intérieur du nœud de la cravate. Il y a dans la vidéo que vous avez vue d'ailleurs, ici, je vais vous montrer ça, je vais partager mon écran de nouveau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il existe quand même pas mal de solutions. En plus, c'est feutré, donc ça... Le chapeau, le son... Non, pas du tout. Voilà, donc vous voyez, vous avez donc mon écran qui est partagé. C'est la vidéo que vous avez tous vue d'ailleurs. Vous avez donc, le micro qui est caché dans l'espèce, à l'intérieur du nœud de la cravate. Vous avez le micro qui est caché sous un col. Ça marche très bien sous le col. Hein. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est pas idéal, mais sauf quand il se déplace, le comédien, en tournant la tête, on a des petits problèmes, mais sans ça, ça marche bien. Vous avez le micro qui est caché sous la chemise avec à l'intérieur d'un espèce de petit système fabriqué artisanalement, hein, avec un petit autocollant qui va laisser le haut du micro évidemment libre et qui va éviter les frottements. Donc voilà un système qui permet d'éviter les frottements tout en cachant le micro sous un vêtement. Mais comme on disait tout à l'heure, sous un vêtement, c'est jamais fantastique, c'est jamais idéal, hein, parce que le vêtement atténue la gamme des fréquences qui est reçue par le micro. Et vous avez une troisième possibilité, c'est de cacher le micro comme si c'était un bouton de chemise. Alors moi, j'ai beaucoup utilisé ce système et ça marche très très bien. Oui, c'est très bien. Très peu visible. Il y a un cache qui est noir, il y a un cache qui est blanc. On peut les peindre également, les caches. Et je l'ai utilisé, le noir sur des vêtements noirs, on ne le voit pas du tout. Et il y a une autre solution qui consiste à mettre un micro dans un stylo. Le seul problème, il faut une chemise de jeu parce qu'il faut faire un trou pour passer le câble.
Voilà. Mais encore une fois, par expérience, parce que je l'ai fait à de nombreuses reprises, cacher le micro quand c'est possible sous un chapeau, juste comment dire, à l'endroit où le chapeau et la peau du crâne se touchent, mais en laissant légèrement sortir la tête du micro, bien sûr. Il ne faut pas le cacher à l'intérieur du chapeau, il faut le cacher juste à la jonction du chapeau et du crâne, c'est tout à fait exceptionnel. Pourquoi? Parce que le son, il est repris, vous savez, le crâne, c'est une caisse de résonance. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur du crâne des trous, hein, qu'on appelle des sinus, qui amplifient le son. Et à cet endroit-là, il y a juste en dessous, enfin ou à côté, des sortes d'amplificateurs, et le son, d'une part, monte naturellement, d'autre part, est amélioré, amplifié, si c'est le cas de le dire, par ces sinus, et le résultat est tout à fait exceptionnel. On arrive, franchement, dans ce cas-là, avec un micro de bonne qualité, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, malheureusement qui reste quand même assez cher, à quelque chose de tout à fait exceptionnel. Dans une situation où la personne a un chapeau, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et alors, je vous montrerai, on fera des essais, justement, dans cette vidéo que je projette de tourner bientôt. On fera des essais, justement, dans lesquels on comparera chacune des positions du micro-cravate possible, on comparera et on comparera le son qui en résulte. De façon à, on aura donc une évaluation concrète, réelle, de l'efficacité des différents placements du micro-cravate. Du reste, il y a un placement qui existe, qui est sur le front. Ça, c'est utilisé pour les comédies musicales en direct. Voilà. Et ça marche très très bien. Par contre, il faut faire très attention à la maquilleuse ou coiffeuse, c'est quand elle redonne un petit coup de lacte, de bien protéger le micro. Oui, par exemple. On a déjà vu les petits problèmes. C'est quelque chose qui est très utilisé, ça, justement, dans les opéras. Dans les opéras aujourd'hui qui sont enregistrés ou simplement diffusés, lorsqu'on souhaite évidemment qu'il y ait une sonorisation, ce qui n'est pas souvent le cas, mais par contre pour l'enregistrement c'est toujours nécessaire évidemment. On a aujourd'hui des ingénieurs du son qui sont très habiles pour cacher les micros sur les perruques, hein, de tous les comédiens, de tous les chanteurs, et on arrive là aussi à avoir des sons très homogènes, alors qu'autrefois, dans un opéra, on plaçait les micros tant bien que mal, un peu au-dessus, un peu en dessous, sur la rampe, et ça donnait des résultats souvent assez aléatoires. Là, on arrive à avoir des choses très homogènes et très spectaculaires même souvent. Donc on voit que le micro-cravate est quand même intéressant dans beaucoup de situations, notamment Jean-Pierre nous dit en intérieur et en environnement bruyant, le micro-cravate est bien utile. Alors moi, j'utilise maintenant, alors c'est de bien sûr moindre qualité, mais je trouve qu'il y a quand même un avantage, il faudrait me dire ce que vous en pensez, les spécialistes, c'est le Rode Wireless Go 2, où il y a la possibilité, il y a un émetteur, deux récepteurs, donc, enfin deux émetteurs pendant un récepteur, donc il y a la possibilité de mettre un micro sur deux personnages, et en plus il y a une sauvegarde dans chaque émetteur, il y a une sauvegarde, et donc le micro, la voix est enregistrée, je crois de mémoire, il y a au moins 7 heures d'enregistrement possible. Donc, si jamais il y avait un problème de liaison entre entre récepteur et émetteur, on a une sauvegarde du son. Alors ça, c'est particulièrement utile justement dans ces systèmes-là. C'est-à-dire ces systèmes-là, ce sont des systèmes qui transmettent par HF sur la bande de 2,4 GHz. Et donc, c'est quelque chose qui est malheureusement assez aléatoire par rapport à la distance et par rapport aux obstacles qui peuvent s'interposer entre le micro,
enfin l'acteur, la personne qui est interviewée, et le récepteur, c'est qui va aller lui vers la caméra ou vers un enregistreur. Et donc si on a une distance qui est un petit peu lointaine, avec des obstacles, on a des problèmes. On peut avoir des problèmes. Et donc dans ce cas-là, un enregistreur directement sur l'émetteur, comme tu es en train de l'indiquer, Norbert, c'est particulièrement nécessaire, effectivement. Ok. Pierre nous demande, Zoom et Tascam proposent des petits enregistreurs pour les micro-cravates. Le boîtier a la taille d'un émetteur HF et l'autonomie est de 4 à 7 heures, Zoom F1 ou F2 BT. Bah, c'est un petit peu ce dont tu parlais à l'instant, non? Ouais, je pense. Non, c'est un produit en plus en réalité. C'est des systèmes qui permettent, on rentre dessus pour enregistrer, on ressort pour rentrer sur l'émetteur. D'accord. Ouais, donc. Et ça Oui, prend alors pour beaucoup moi, plus de c'est beaucoup place. plus simple. Ouais. Ça prend plus de place. Voilà, moi c'est carrément dans le cœur de l'émetteur, mais c'est certainement pas du même niveau aussi. Ah, c'est très excellent, hein, ces petits enregistreurs de chez Zoom. Hein. Non, je parlais du Rode. C'est très bon également comme système. Ouais. Hein. Alors le Rode est pratique parce qu'il a le micro intégré, mais on peut aussi rajouter un micro dessus. Le Rode, non, c'est pas une micro SD. Hein. Pierre nous demande si dans le Rode c'est dans une petite micro SD. Non, c'est carrément une mémoire interne à l'émetteur. Dans tous les cas, c'est certainement une sécurité qui doit être appréciable dans un certain nombre de situations. Maintenant, il faut voir quelle est la qualité du produit tel qu'il est enregistré dans le micro. Ça, j'en ai pas l'expérience. Je ne peux pas vous dire. Ça, c'est un petit émetteur. Il y en a deux. Et puis, il y a le récepteur. Voilà. Et donc, c'est dans les petits émetteurs qu'il y a une mémoire. Une mémoire, donc, interne. Oui, Voilà. oui, on a bien compris. Oui, et là-dessus, et sur celui-ci, on peut mettre une bonnette anti-vent et on peut mettre un lavalier de meilleure qualité. Voilà. Jean-Pierre nous demande, le Rode enregistre en 32 bits, donc sans saturation. Le Rode, un micro n'enregistre pas un micro, à moins que ça soit un micro numérique. Il y a certains micros qui numérisent directement. Donc, ce qu'on appelle des micros numériques, mais je ne pense pas que c'est ce qu'il veut dire. Non, je pense pas du tout. Hein. Le micro, c'est un signal analogique qui sort du micro, c'est un signal, donc c'est une tension, c'est un signal purement analogique qui, à l'intérieur, ensuite, de l'enregistreur ou de la caméra, va être numérisé alors. En général, c'est en 16 bits d'ailleurs sur les caméras, hein, 48K, 16 bits. Il y a peut-être des enregistreurs en 32 bits, mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le micro qui enregistre en 32 bits. C'est l'enregistreur. Ouais, Jean-Pierre parle effectivement de ce que je viens de montrer, le petit Rode Go 2, l'émetteur qui a un système d'enregistrement interne. Eh ben oui, lui, apparemment enregistrerait en 32 bits, donc sans saturation. Ce qu'il veut dire aussi, c'est que précisément, quand on s'approche de ce fameux C0 sur le picmètre, c'est que la numérisation en 16 bits ou en 32 bits ou en n'importe quoi arrive justement au maximum de ses possibilités. Et là, il y a saturation. Donc plus effectivement la quantification est large, c'est-à-dire plus l'échelle est grande, moins évidemment la saturation risque de parvenir. Mais ceci dit, ça peut très bien arriver quand même. Il n'y a pas de... Je pense que certainement c'est peut-être plus difficile la saturation, le risque de saturation est peut-être plus faible, mais il n'est certainement pas nul. Certainement pas. Oui, mais Pierre nous précise, effectivement, le Zoom F8, F6, F4 peuvent enregistrer en 32 bits. C'est les 32 bits, ce qu'on appelle la virgule flottante. Hein. Et pour les saturer, il faut y aller quand même. Hein. C'est sûr. Oui. Sinon, Georges nous demande quelles précautions à prendre sur les micros sous la pluie, en fiction par exemple, pour ne pas perdre le relief du son-parole. Quelles sont les solutions ? Un micro sous la pluie, je ne vois pas ce que ça peut donner, parce que soit on lui met un plastique et à ce moment-là on n'entend plus rien, soit on accepte qu'il prenne de la pluie et au bout d'un moment le micro ne marchera plus.
Donc je ne comprends pas comment on peut mettre un micro sous la pluie. C'est pas possible. Sinella a sorti des systèmes de protection du vent et qui sont avec des matériaux antidéperlants. Mais effectivement, au bout d'un moment, quand il est saturé d'eau, le système ne fonctionne plus. Hein. Oui, il faut... Ça dure plus longtemps que les poêles, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr. Les poêles se chargent très vite en eau. Hein. Après, on filme sous un parapluie, on entend le cliquetis de la pluie. Et là, il faut en tenir compte dans le... Voilà, c'est tout à fait charmant. Oui, voilà. On fait les parapluies de Cherbourg. Oui. Le bruitage intégré. Nicolas, bonsoir. Dans mon association, on utilise ça doit être des Sennheiser G4 ou dans Sennheiser G4, on utilise des micro-cravates et je cherche des petits accessoires pour qu'ils ne soient pas visibles en fiction. Tu as déjà commencé à en parler un petit peu? Oui, donc bon, d'abord, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu prématuré, mais évidemment, on va répondre à la question. Des accessoires, je pense que oui, il y en a certainement quelques-uns, mais c'est surtout des accessoires pour fixer les micros en extérieur, sur des cravates, sur des chemises. Mais un accessoire, oui, il y a des accessoires qui sont prévus, hein, pour éviter les frottements. C'est certain. Mais ceci dit, même si on place dans le micro dans un accessoire pour éviter les frottements, si on le place mal, c'est-à-dire si on le place sous un vêtement, on n'aura pas de frottement, certes, mais on aura une réponse en fréquence qui sera pas très bonne, quoi. Voilà. Donc, il faut plutôt... c'est très bien d'utiliser ce genre d'accessoire, mais il ne faut pas oublier de le placer, malgré tout, d'une façon correcte, c'est-à-dire de façon à ce que la voix, il n'y ait pas d'obstacle, quel qu'il soit, entre le micro et la voix. Il existe aussi des accessoires qui permettent de fixer l'émetteur également aussi. Des systèmes qu'on met sur la jambe, des ceintures, il y a un tas de systèmes. C'est peut-être ça qu'il veut parler aussi, non, je suppose, non? Peut-être que Alain, tu pourrais nous redire ce que n'ont pas entendu les gens en début d'émission, que tu étais quand même bien content de... C'était pour dire bonjour, donc là maintenant on est vraiment avancé, et puis dire qu'on avait eu 1600 connexions quand même pendant ces 15 jours, c'est quand même énorme, et qu'on a vu qu'il y a 800 personnes qui ont regardé la première émission, et donc on sait que la fédération c'est 1000 personnes, 1000 adhérents, donc ça veut dire qu'il y a 80% des adhérents qui ont regardé cette émission, donc c'est très encourageant, et puis c'est très bien, donc on vous remercie vraiment de vos encouragements, et on espère que de toute façon tout va continuer et qu'on va pouvoir travailler sur plein de sujets d'une façon interactive comme on fait actuellement, quoi. La question qu'on peut se poser, et ça il faudra que vous y répondiez, c'est que on était parti sur le principe de le faire le samedi à 17h. On a trouvé que c'était on pensait que c'était le meilleur compromis, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, si vous avez quelques retours par rapport à ça, ça permettrait d'améliorer ce genre de situation, parce que le principe, c'est le regarder en différé, mais c'est aussi, si on peut le regarder en direct et poser des questions, c'est quand même le but, quoi, qu'il y a un maximum d'interactivité. Nicolas nous dit j'utilise une Mix Precis et c'est une superbe mixette. Qu'est-ce qu'en pensent les experts? Oui, c'est une Sound Device, c'est ça. C'est le top, hein. C'est excellent. C'est à peu près, c'est un matériel professionnel. C'est relativement coûteux, hein. Je ne sais pas combien elle coûte, la Sound Device, mais ça doit être au moins 1000, voire 2000 euros, non? Quelque chose comme ça. Oui, c'est un matériel professionnel. D'accord. Et donc, en fait, en quoi consiste la qualité d'un matériel de ce genre? C'est la qualité, justement, du préamplificateur. Hein, tout est là. C'est-à-dire que vous avez un signal de quelques millivolts qui sort de votre micro, quelle que soit la qualité du micro, hein, et ce signal-là doit être préamplifié. Alors évidemment, il y a un premier travail qui est fait par le micro avec le système de transformation de la pression acoustique
en tension, en signal électrique, analogique, et ce signal-là, extrêmement faible, doit absolument être amplifié pour arriver à ce qu'on appelle un niveau ligne. C'est-à-dire un niveau qui va être géré à travers l'ensemble de la chaîne du son, sur lequel on va pouvoir intervenir en rajoutant des effets, en plaçant des systèmes qui vont améliorer le son, le contrôler, comme des compresseurs, des choses comme ça. Et donc toute la qualité de l'appareil, c'est la préamplification. Voilà. Et quand vous avez les consoles de mixage, par exemple, qui reçoivent également, par exemple, dans un studio d'enregistrement, qui reçoivent des micros, des musiciens, par exemple, ou des chanteurs, vous avez donc sur ces consoles, ces grandes consoles qui sont très impressionnantes dans les studios, dans lesquelles vous avez 48 entrées, des choses très importantes, eh bien, vous avez justement là aussi des préamplificateurs, et on peut dire que 80% de la qualité de ces appareils-là viennent de la qualité de leurs préamplificateurs. Alors justement, je rebondis et je reviens sur la question, peut-être que des gens n'ont pas entendu la première question que j'avais posée. Par exemple, voilà, donc ça c'est un Rode, vous allez dire, j'achète que du Rode. C'est un Rode, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais il a une possibilité de réglage du niveau directement sur la caméra. Voilà, ici, cette petite molette, c'est dur avec le fond d'écran. Voilà, et on peut faire varier la sensibilité du micro. Donc, je t'avais posé la question, est-ce qu'il vaut mieux privilégier ce réglage-là par rapport à la sensibilité, le réglage de sensibilité sur l'enregistreur d'image, sur le DSLR ou sur la caméra? A priori, c'est difficile de dire ça comme ça. Moi, je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux voir dans le mode d'emploi qu'est-ce qui est préconisé, quel est le niveau, disons, le niveau optimal, le niveau moyen qu'il conseille. Voilà. En général, vous avez dans ce système-là, vous avez un niveau moyen qui est considéré comme celui qui est plus bénéfique dans les situations habituelles. C'est-à-dire, par exemple, une interview, par exemple, une fiction, par exemple, un instrument de musique, etc. Et dans d'autres cas, dans un certain nombre d'autres cas, par exemple, si vous mettez ce micro-là devant une grosse caisse, une batterie, alors là, vous allez avoir besoin, effectivement, de travailler sur ce niveau. Ça va être assez utile. Vous allez pouvoir baisser le niveau de ce micro dans ce cas-là. Ou au contraire, si vous avez un bruit très ténu, par exemple, si vous voulez enregistrer une goutte d'eau, le bruit d'une goutte d'eau, vous allez avoir évidemment la tentation de monter ce niveau-là directement sur le micro. Oui, bien sûr. Mais ça, il faut s'adapter à chacune des situations. Il n'y a pas une règle absolue. C'est le contexte qui le décide. Oui, il faut faire des Les essais. essais, il faut faire les essais, oui, c'est indispensable. Pour ceux qui s'intéressent, c'est le Rode Mic NTG. Alors pour une information, le fabricant d'éclairage Godox fabrique maintenant un micro exactement le même que ça, pour ainsi dire, avec le système de réglage à l'arrière. Le Sound Davis Mix Precis vaut 1 260 €. Oui, c'est ça. Décision Oui. de Guy. Voilà. Voilà. Et apparemment, il enregistre en 32 bits. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui, notamment Francis, là, que je côtoie sur des ateliers Edius, le repère. Lui, ça l'intéresse beaucoup parce qu'il fait beaucoup de captations de spectacles. Et notamment, je pense que il y a quelques personnes dans notre fédération qui seraient intéressées justement sur la captation en 5.1. Donc peut-être qu'il faudra prévoir une capsule, un petit tuto là-dessus éventuellement à l'avenir. Je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Il y a pas mal de micros. Oui, il y a pas mal de micros maintenant qui sont destinés à l'enregistrement 5.1, multipiste, quoi. Il y en a pas mal, il y a pas mal de micros, mais bon, je vous dirais franchement, c'est quelque chose que dans les
dans les captations proprement dites, on ne voit plus tellement. Je pense que c'est une mode, c'est un engouement qui a eu beaucoup d'importance, qui a eu beaucoup de. Il y a quelques années, et on s'est aperçu que c'était très compliqué pour des résultats qui étaient souvent un peu, non pas décevants, mais disons pas tout à fait à l'attente de ce qu'on pouvait espérer. Voilà. Par contre, ce que l'on fait maintenant, beaucoup, c'est le mixage 5.1 dans les studios. Ça, c'est quelque chose qui est pratiqué. Tous les CD maintenant sortent en 5.1. Et c'est quelque chose qui se fait en post-production, quelle que soit finalement la prise de son qui a eu lieu. Si c'est une prise de son qui a eu lieu avec un micro qui est prévu pour ça, bah, c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, on peut très bien trouver d'autres solutions qui permettent de faire aussi bien. Le tout, c'est voilà, exactement. Le tout, c'est de réfléchir à l'ensemble des signaux que l'on veut capter, que ce soit des sons directs, que ce soit des sons d'ambiance, que ce soit et puis de disposer ses micros, son dispositif microphonique en fonction. Au concours, pour l'instant, on ne peut absolument pas diffuser du 5.1. Donc, mais par contre, à titre personnel, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui souhaiterait diffuser ça après sur un home cinéma, quoi. Oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Mais je pense que c'est plus, enfin, c'est au moins tout autant quelque chose qui se règle en post-production que quelque chose qui se planifie pendant l'enregistrement. Voilà. C'est tout autant, c'est vraiment, c'est le complément, quoi. Et ça, en post-production, c'est assez compliqué. Parce qu'il faut un lieu, il faut un studio qui est équipé, quoi, tout simplement. C'est loin d'être simple à réaliser. Voilà. Par exemple, le jour en formation, une porte qui claque, on le met sur une piste, enfin on l'envoie sur une enceinte arrière, voilà, c'est une porte qui claque dans le dos, voilà, ça fait tout de suite plus réel, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup les salles de cinéma, certainement, puisque, bien sûr, Oui. mais je ne sais pas si vous avez remarqué, y compris dans les productions très modernes, très actuelles, on est toujours très déçu au niveau du 5.1 dans les salles de cinéma. Moi, personnellement, je suis jamais, je ne ressors jamais, y compris dans les grandes post-productions hollywoodiennes, je ne ressors jamais transporté d'émerveillement après une diffusion en 5.1. Bon, on entend des bruits sur les côtés, bon, mais c'est tout, ça reste quand même assez... C'est anecdotique, les films qui sont bien mixés, même maintenant en 7.1 d'ailleurs. Oui, oui. J'en ai Je vu dirais... quelques-uns où on était dans une forêt, il y a des gouttes d'eau qui tombaient, on avait l'impression d'être dans la forêt avec les gouttes d'eau qui nous tombaient dessus, mais Oui, c'est ça. c'est extrêmement rare. Hein. C'est rare, et Il faut bien voir que dans les fictions, le son-parole est à 95% sur la voix centrale, c'est ça. parce qu'on ne peut pas faire autrement d'ailleurs. Vous laissez imaginer un chant contre chant avec un comédien à gauche, un à droite, on met le son à gauche de l'un, le son à droite de l'autre, et comment on fait le contre-chant. C'est sûr. Je ramasserai les réponses la prochaine fois. Sinon, il y a une question intéressante de Nicolas sur les filtres passe haut et passe bas. Quelle utilisation des filtres passe haut et passe bas sur les micros? Là aussi, ça dépend du contexte. Bon, dans certains contextes, c'est inutile d'en placer, bien sûr, mais en fonction des personnes, ça dépend ce que vous enregistrez. Voilà. Alors, commençons par la voix, par exemple. Bon, si on commence par la voix, on va avoir, si on a un son de proximité, par exemple pour enregistrer une voix off, ou pour enregistrer un comédien à partir d'une perche, mais en proximité, c'est-à-dire quelque chose qui va être, disons, au maximum 50 cm de la bouche du comédien, c'est sûr qu'on a intérêt à placer un filtre pour atténuer les graves. Mais les graves, là aussi c'est pareil, il va falloir
s'adapter aux situations. Si on est sur une voix aiguë, si on est sur une voix très grave, si on est très proche, si on est relativement lointain par rapport au comédien, à la personne qui parle ou au bruit qu'on veut enregistrer. Voilà, tout ça, ça dépend. Mais disons que au niveau de l'enregistrement, personnellement, je pense que c'est préférable de ne rien mettre. Au niveau du micro proprement dit. Et au niveau de l'enregistrement tel qu'il va apparaître sur l'enregistreur, sur la caméra ou sur l'enregistreur. C'est préférable de ne rien mettre et de travailler uniquement en post-production. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait, c'est toujours ce que je conseille de faire, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer, on ne peut pas se mettre à la place du micro. Même si on a un casque et qu'on écoute attentivement ce qui est en train de s'enregistrer, à condition qu'on ait réglé correctement son enregistreur pour écouter réellement ce qui est enregistré dans l'enregistreur et non pas simplement ce qui rentre dans l'enregistreur, même dans cette condition-là, écouter au casque, c'est prendre un risque d'atténuer ou d'augmenter telle ou telle fréquence parce qu'on pense que ça va être nécessaire. Je pense que vraiment, il faut l'enregistrer à plat, complètement, et traiter tout en post-production. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, les idées se discutent. Hein. Il est tout à fait possible de rencontrer des gens qui vont dire autre chose que ce que je suis en train de dire. Mais moi, c'est toujours ce que j'ai fait et c'est plutôt ce que j'aurais tendance à conseiller de faire. Par contre, en post-production, oui, alors là, il va y avoir tout un travail. Et d'ailleurs, ça permet peut-être de rebondir sur ce que je disais il y a 15 jours. Il y a tout un travail sur la post-production qui ne pourra pas être fait avec des vidéos tutoriels. Voilà. Parce que c'est un travail qui doit s'ajuster dans chacune des situations bien particulières. Et c'est un travail quasiment individuel, ou quasiment individuel, qui doit être mené avec des gens qui ont besoin de conseils précis. Par exemple, j'ai enregistré une voix, elle ne me plaît pas, j'ai enregistré une voix off par exemple, j'ai un problème, il y a quelque chose qui sonne pas bien, qu'est-ce que je peux faire ? Donc à ce moment-là, ça se traite directement à travers une interaction, un échange. Hein. Et comme je disais il y a 15 jours, créer une session Zoom en petit comité avec les personnes qui font cette demande, qui font une demande précise, particulière, sur un problème particulier, comme celui-là, mais il y en a bien d'autres, ça peut être très intéressant. Effectivement. Si, par exemple, moi, j'avais une demande d'un membre qui dit, voilà, j'ai enregistré une voix, je voudrais savoir comment la traiter, et à ce moment-là, on peut très bien convenir d'une réunion Zoom et d'un échange du matériau, enfin de l'enregistrement, et avec un travail collectif, avec un travail en interaction directe entre la personne qui est demandeuse et le formateur, pour aboutir à des résultats intéressants. Donc là, tu viens de répondre à la question de Jean-Pierre, notre webmaster, qui demandait justement si, dans le cas où un club aurait besoin d'un coup de pouce en prise de son, si Patrick et toi, vous pouviez intervenir par Zoom. Donc, tu viens de répondre, c'est parfait. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on disait un petit peu la dernière fois avec Patrick. Il faudrait peut-être établir une façon de procéder. Hein, de façon... Alors, pour la façon de procéder, vous avez une adresse mail qui est carrément une adresse mail de la formation FFCV. Et donc, c'est par l'intermédiaire de cette adresse mail que vous pourrez faire votre demande. Et à partir de là, ça sera transmis au formateur qui sera concerné. Donc, on va vous mettre en description l'adresse mail et vous pourrez l'utiliser dans ce cas-là, quoi. Voilà. Alors, on revient un petit peu à une question d'avant. Pierre nous dit, donc, par rapport au filtre, que lui, il laisse toujours le filtre coupe-bas. Encore une fois, c'est une possibilité, puisque sur la plupart des micros, vous avez un coupe-bas, précisément. Hein. Donc, ça permet, quand on a surtout une diffusion en direct, par exemple, quand on fait de la sonorisation, quand on place des micros devant un chanteur, et qui est diffusé dans la salle,
on va avoir ce réflexe, effectivement, qui est tout à fait souhaitable, puisqu'on va atténuer les fréquences les plus graves, c'est-à-dire des bruits de parasites, des bruits d'ambiance, des bruits ou des bruits tout simplement graves de la voix qui ne sont pas forcément souhaitables. Oui, bien sûr, mais pour l'enregistrement, pour un enregistrement strictement parlant, c'est-à-dire pas de diffusion en direct, mais un enregistrement, je pense que prendre le risque de placer un coupe-bas sur un micro, c'est, dans le meilleur des cas, disons, utile, bien sûr. Dans le pire des cas, ça peut être dommage, quoi. Ça peut être dommage parce qu'on va perdre quelque chose qu'on ne retrouvera plus par la suite. Or, il est tout à fait possible, en post-production, d'intervenir sur des sons trop graves, sur des sons, sur des ronflements, sur des bruits d'ambiance gênants, en post-production. Alors justement, il y a des questions sur la post-production, donc on anticipe un petit peu, hein, parce que la post-production sera traitée bien sûr dans des capsules plus tard. Mais par exemple, Elisabeth nous demande, je les pose en même temps, pour optimiser les qualités d'une voix off, faut-il un matériel particulier? Et JC, utilisez-vous des logiciels propres au traitement du son ou traitez-vous le son au sein du logiciel de montage vidéo? Et quel logiciel préconisez-vous? Oh bah, vous savez, la plupart des logiciels vidéo maintenant offrent un minimum de fonctions de traitement audio. C'est pas toujours très très commode. Je pense que sur Premiere il y a Audition, dans DaVinci vous avez le Fairlight qui est intégré, sur lequel vous pouvez intervenir. Et vous avez un certain nombre de logiciels qui ne font que ça, qui ne font que du traitement du son, tout en gardant d'ailleurs une image en arrière-plan, heureusement. Mais voilà. Mais alors ça, c'est tout un travail de post-production, d'initiation à la post-production qu'il va nous falloir mener, qui n'est pas facile à faire en vidéo, justement. On va donner en vidéo des tutoriels qui vont établir des grands principes sur notamment les corrections fréquentielles, en donnant des exemples. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle je préconise dans ces cas-là des liaisons directes en Zoom, c'est-à-dire avec une interaction en direct entre les formateurs et les membres. Donc il faut là s'ajuster en permanence d'une façon subtile. Mais les grandes règles, les grands principes, oui, bien sûr, on peut les établir relativement facilement. À partir du moment où on a le logiciel qui convient. Toute la question est là. Voilà. Certains logiciels permettent ce genre de traitement, d'autres c'est plus compliqué, c'est moins accessible. C'est toute la question. Nous en fait on se pose beaucoup de questions, Patrick et moi, sur toute la partie post-production. Voilà, parce que on a compris que c'était assez délicat, assez complexe. Et encore une fois, je pense que vraiment une interaction en direct, un échange et un ajustement des choses sera vraiment irremplaçable. Parce qu'il y a deux volets, il y a le volet technique et le volet artistique aussi qu'il faut combiner à ce moment-là. Et c'est très difficile à expliquer tout ça par une vidéo. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que ces genres de problèmes traités interactivement, ça peut intéresser beaucoup de personnes, autres personnes. Et à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est que ces émissions soient enregistrées et rebasculées sur la chaîne YouTube FFCV Objectif Formation pour pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Oui. Il est certain que tout ce genre tout ce qui se passe actuellement sur la chaîne YouTube sera automatiquement enregistré et consultable, parce que l'intérêt justement c'est pouvoir, par rapport à l'expérience de certaines ou des questions de certaines personnes, d'en faire profiter tout le monde. Donc c'est ça le principe, c'est ça. Une interactivité première, mais c'est aussi forcément un archivage qui permet après de revoir tous ces éléments.
Norbert, Elisabeth, on a d'autres oui, questions? alors Elisabeth nous avait posé une question, je l'avais posée associée à une autre, mais finalement, vous n'avez pas, je pense, répondu parce que c'est un peu différent, parce que c'est au niveau de la captation et pas de la post-production. Pour optimiser les qualités d'une voix off, faut-il un matériel particulier? Bah, moi je dirais d'abord, il faut un bon endroit pour le faire. D'abord, il faut un lieu. Il faut un lieu mat. Il faut un lieu silencieux, non pas avec comme tout à l'heure on a entendu chez moi, avec des bruits de tuyauterie. Voilà, c'est pas donné, c'est pas facile, c'est pas donné à tous les lieux. Donc il faut s'équiper à ce niveau-là. D'abord, c'est une première chose. D'ailleurs, il existe des kits. Hein, qui permettent d'isoler le micro à l'intérieur d'une sorte de coque rembourrée. On place le micro à l'intérieur, c'est comme une sorte de petite demi-sphère, de parabole. On place le micro dedans et on atténue de ce fait beaucoup de bruit parasite et voilà, ça coûte pas très très cher. Ça se place sur le pied du micro. On place le micro à l'intérieur et alors je sais pas combien ça coûte, mais je dirais peut-être une petite centaine de francs, peut-être centaines d'euros, peut-être 200 euros, quelque chose comme ça. C'est dans ces prix-là, c'est pas très cher. C'est ça, parce que sinon, une cabine, alors ça existe, hein, les Alors cabines, voilà. mais les cabines, c'est au moins 2000 euros. Hein. Non, le cabine, non, c'est très cher. Et puis, Ouais. je pense que peut-être que c'est un petit peu surdimensionné par rapport à l'utilisation que la plupart d'entre vous doivent avoir. Hmm. Bon. Alors ça, c'est la première chose. Est-ce que je voulais dire juste une toute petite parenthèse, parce qu'on parle de budgets assez importants, etc. et tout. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces budgets importants, ils peuvent être pris en compte par les clubs et avoir du matériel qui puisse servir à l'ensemble des adhérents. Ça peut être aussi pris par des régions qui peuvent être aussi utilisées par l'ensemble des adhérents. Donc il y a une certaine mutualisation qu'il faudra mettre en place. Et nous, on sera là pour donner des conseils par rapport au matériel qu'il faut acheter. Mais c'est vrai qu'individuellement, ça coûte très cher. Et il faut absolument, justement, mutualiser les choses. Et ça, c'est quand même très important. Ça, je pense que Ouais. effectivement, c'est les présidents des fédérations qui doivent peut-être prendre l'initiative hein, d'établir un matériel mutualisé. C'est vrai, ça serait très bien, effectivement. Alors donc, j'achève le propos concernant la prise de la voix off. Après, évidemment, c'est le micro. Le micro qui lui-même va permettre des enregistrements de bonne qualité. Si vraiment vous voulez un enregistrement de bonne qualité, il faut facilement mettre 200-300 euros dans un micro. C'est, je pense, un premier prix pour une voix off de qualité. Les limites évidemment supérieures sont bien plus élevées. Hein. Aujourd'hui, les meilleurs micros qu'on peut utiliser pour ce genre de situation, ça monte facilement à 2000 euros, hein, facilement. Mais je pense que ça serait un petit peu surdimensionné par rapport à l'utilisation que vous en avez, par exemple, pour illustrer vos films, pour illustrer des documentaires, des choses comme ça. Voilà. Et puis le troisième point, évidemment, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce fameux amplificateur, cette fameuse préamplification, c'est-à-dire d'utiliser une interface ou un enregistreur et un enregistreur en plus qui sont de qualité suffisante. Voilà. Mais bon, là maintenant, si vous voulez, dans la plupart des enregistreurs, on arrive quand même à une qualité au niveau du préamplificateur qui est quand même assez satisfaisante. Donc le gros problème, je pense, c'est la position, c'est la situation dans laquelle on se place pour faire cet enregistrement. Voilà. Si on est dans une pièce, dans un lieu favorable, mat, ou au contraire un endroit peu satisfaisant, avec beaucoup d'ambiance, de réverbération, de choses comme ça. Et ergonomiquement, il faut mieux, je pense, être debout pour que la cage thoracique soit complètement déployée. Exact. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Et utiliser un micro grande membrane avec devant un filtre anti-pop, ça c'est indispensable. Parce qu'on est très près du micro.
Moi, je fais ça devant, j'ai une fenêtre avec un rideau très épais devant, je me mets devant le matin quand il n'y a pas de bruit, et c'est parfait. Oui, c'est ça. Oui, finalement, il y a quand même pas mal une dimension bricolage hein, assez importante dans ce genre de choses, quoi. C'est Vous vrai. voyez, je vais faire encore de la pub pour Rod. Je ne sais plus où il est. Là, voilà. Donc ça, c'est le NT1. Et au club, on en a un aussi. Et on a la cage qui va autour, comme tu disais. Une petite cage en mousse, quoi. Voilà, c'est ça. Doublée en mousse, qui vaut pas très cher et qu'on déplie derrière le micro et qui permet d'être un peu plus Voilà, feutré. moi je pense que ça suffit largement. C'est vraiment très bien. Par contre, le Rode, le NT1, c'est ça? Oui. C'est le Il est pas très très cher, hein. Il est Bon, pas... il n'est pas très cher et il n'est pas extraordinaire. Oui, c'est sûr. Non, Il c'est faut sûr. reconnaître. C'est sûr, c'est sûr. Il n'est pas extraordinaire. Moi, je serais quand même pour mettre un petit peu plus. Voilà. On utilise un Audio-Technica. Voilà, c'est ça. Faut aller à peu près dans cette catégorie-là, c'est-à-dire monter quand même dans les 300, 400 euros. Voilà. De Il est- mémoire, il est pas si haut. dans le PowerPoint, tu en citais, il me semble, de mémoire, hein, dans le PowerPoint. Citer, oui, je cite le Rode parce que c'est quelque chose que évidemment qui est très accessible financièrement. Mais par contre, je n'ai pas cité de micro pour les prises de voix off de qualité supérieure. Non, j'en ai pas cité. Ok. Mais c'est sûr que quand on écoute comme je l'ai fait d'ailleurs récemment, un enregistrement fait avec un Neumann par exemple, c'est sûr que on est très étonné quoi, on est très stupéfait parce que la voix devient quelque chose de magnifique quoi, ben, même quelquefois même plus beau que la voix, presque plus beau que la voix ordinaire quoi, parce que toutes les fréquences sont bien restituées, c'est magnifique, hein, un beau micro. Un U87, c'est sûr, c'est moelleux comme son. Ouais. Sinon, donc Jean-Pierre nous demande quand aborderez-vous les bons niveaux des bandes son mixées afin de normaliser la projection en festival? Le moins 23 LUFS. Alors justement, il y a quelques semaines, Marielle Marceau a diffusé à tout le monde, je crois, mais je crois que c'était au niveau de la Fédération d'Île-de-France. Un petit tutoriel que j'avais fait il y a un an ou deux, je me souviens plus, qui précise exactement comment procéder pour normaliser un produit de façon à le diffuser, par exemple, après dans un festival. Et donc c'est un petit tutoriel que j'ai fait, qu'elle a diffusé, qu'elle a retransmis. Je ne vais rien demander, hein, c'est elle qui l'a fait de sa propre initiative, très heureuse d'ailleurs. Mais peut-être que ça vaudrait peut-être la peine de diffuser ce tutoriel sur la chaîne YouTube, justement. Il sera... Alors, Et c'était un écrit, c'est un écrit, hein. oui, c'est uniquement Oui, écrit. c'est Voilà, ça, c'est voilà. assez court. C'est assez court. Ça parle aussi bien au niveau de l'enregistrement que au niveau de la post-production et du mixage final. Et ça, C'est on pourra plutôt le mettre sur le site Voilà. internet, c'est plus facilement voilà. consultable. Donc Hein. ça vaudrait peut-être la peine de le mettre sur le site de façon à ce que tout le monde, et pas seulement la Fédération d'Île-de-France, en profite. Parce que c'est quelque chose que j'avais fait et effectivement, ça répond à cette demande. Et tu cites d'ailleurs un logiciel que tu utilises. Ah oui, le Euh, fameux Yulin. voilà. Yulin Better, hein, voilà, donc c'est quelque chose qui est qu'on peut utiliser de façon gratuite sans le payer et qui offre quelques petits avantages lorsqu'on le paye, pas très cher d'ailleurs, je crois que c'est quelques dizaines d'euros, et qui permet d'aller un peu plus vite, on va dire, voilà, qui permet Ce qui est intéressant dans la version payante, c'est qu'on peut prendre un MP4 et on le jette dedans. ça, voilà, on le Il jette dedans. analyse et il donne tout de suite la courbe Voilà, des il donne niveaux. il donne tout de suite les niveaux, c'est assez intéressant. Georges nous dit merci de faire des tutos bien explicites et simples pour la post-production avec des outils utiles. Donc, Alors, on va essayer, mais c'est pas facile. Voilà. Ouais. On vous promet qu'on va y réfléchir, qu'on va essayer, mais ce n'est pas simple parce que d'abord, chacun travaille sur des logiciels différents. C'est ça le premier obstacle. Si on uniformisait en disant on est tous sur DaVinci avec Fairlight, alors bon, ça serait très simple. Enfin, très simple. Non, ça serait pas très simple. Ça serait déjà, on
résoudrait un certain nombre de difficultés. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui travaillent sur Premiere, il y a des gens qui travaillent sur Reduce, il y a des gens qui travaillent sur Final Cut. Tout ça, ce sont des choses un petit peu différentes et les accès, on va dire, à ces réglages, à chaque fois, sont un petit peu différents. Même si les grands principes demeurent, les accès sont un petit peu différents. Donc voilà, moi je veux bien, hein, si on me dit fais un petit tutoriel sur la post-production dans DaVinci, dans Fairlight de DaVinci, et en montrant de quelle façon on peut procéder, bon, il n'y a pas de problème. Mais ça ne servira que pour les gens qui travaillent sur DaVinci. Alors que Marielle nous précise qu'elle a diffusé auprès des présidents de région et du bureau. Donc, de tous les présidents de région ont dû recevoir le tutoriel. Moi, je l'avais reçu. Hein, donc, je pense que pas mal de gens l'ont reçu et vont faire repasser dans les clubs. Hein. Mais de toute façon, il sera mis tous les éléments, les tutoriels seront remis sur le site, comme le disait Alain, hein, le site dans l'onglet formation que Jean-Pierre Droilard où Jean-Pierre Droilard fait un excellent boulot pour l'animer. Jean-Pierre, il parlait d'ailleurs du logiciel Audacity. Bon, oui. C'est un logiciel qui est très bien pour le son, pour bricoler. C'est une boîte à outils. Pour moi, je l'utilise comme une boîte à outils. Mais il n'y a pas l'image avec. Il n'y a pas l'image, oui. Et c'est ça, c'est vraiment le point faible, quoi, de ces petits logiciels-là, très accessibles, d'autant plus qu'ils sont gratuits. Il y en a un autre qui est pas mal aussi, mais qui est un peu compliqué à utiliser, quoi. C'est Reaper. Il est gratuit. Il prend l'image. Et il a des possibilités assez étendues, mais il n'est pas simple, quoi. Il est assez difficile d'accès, quoi. Il faut déjà le paramétrer, et ça, c'est pas très simple dessus, c'est pas... Oui, c'est pas simple. Hein. Donc, on y réfléchit et on va trouver des solutions, mais malheureusement, elles ne seront pas, elles n'apporteront pas toutes les réponses que vous attendez dans chaque situation. Voilà. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que tous les mois, donc, on aura cette émission-là, et donc on pourra reposer des questions, on pourra revenir sur certaines choses. Donc le principe, c'est justement de pouvoir étaler au maximum ce genre de questions et pouvoir travailler par phase, quoi. Je ne sais pas s'il reste plus de questions. Non, ça va aller. Il y a pas mal de gens qui échangent, notamment sur leur matériel. Je vois Pierre qui dit qu'il a effectivement des micros Octava qui sont très bons. Alors, je rebondis. Il y aura certainement un forum d'ouvert sur un onglet forum sur le site de la fédération où justement les gens pourront échanger justement des informations et puis on est en train d'étudier parallèlement un partenariat avec le Repère ou éventuellement une ouverture de forum formation FLCV sur le Repère et là où encore on pourra même avec des gens hors fédération échanger mutualiser les idées, les compétences. Voilà, ça, c'est dans le futur, ça c'est à venir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que j'encourage tout le monde à s'abonner à la chaîne, parce que ça permettra d'être prévenu et éviter quelques petits déboires comme on a eu aujourd'hui par rapport à des liens. Donc, le fait d'être abonné à la chaîne, c'est plus facile, il suffit d'aller sur la chaîne, en sachant que le prochain tutoriel, donc, il sera mis en ligne demain. Et ce qui serait intéressant, c'est quand même que Patrick nous donne un résumé rapide de ce tutoriel, hein, pour nous donner l'eau à la bouche. Hein, Patrick ? Un résumé, on va faire un petit panorama sur ce qu'on peut utiliser sur sa caméra quand on se balade, avec quel type de caméra. On va même parler de la Pocket Cam, mais très rapidement, parce que ce n'est pas un outil de reportage très pratique, c'est bien pour faire des plans de complément. Le son est moyen dessus. Dire après qu'est-ce que l'on va utiliser, il y a divers micros, comment on peut les fixer, comment on peut les utiliser, les micros HF. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse avec Daniel une page spéciale sur les micros HF, comment on utilise l'HF, etc. Puisqu'il y a deux modèles, soit numériques, soit analogiques. Après, je vous laisserai découvrir demain dans la journée ce magnifique tutoriel. Bah, on a tous envie, hein, on a tous envie d'être demain. Hein. Oui. Alors par contre, ce sera à vous aussi de faire quelques exercices qui ne sont pas spécifiés dans le tutoriel, mais
de faire des essais quand vous voulez faire une interview sur un pont et en dessous il y a plein de voitures. Comment vous allez vous disposer? C'est une question que je vous pose. Faites ces essais, vous verrez. Parce que suivant comment vous disposez, vous pouvez très bien masquer un peu ce son de l'autoroute et entendre quand même votre correspondant. Bon, il y a plein d'astuces, etc., qu'on vous donnera au fil du cours. Alors là, on vous laissera un mois là, pour pouvoir bien y réfléchir. Et donc, dans un mois, on vous précisera la date. On pourra refaire donc cette même émission. Norbert, est-ce qu'on a d'autres... Non, là, je crois qu'on arrive au bout des questions. On arrive au bout, hein? On a à peu près balayé toutes les questions. D'accord. Daniel, t'avais rien à rajouter? Non. Oui, c'était très intéressant. Hein? Non, je pense juste, il faut bien que les gens qui nous écoutent aient comment dire, intégré cette succession hein, qui va avoir lieu dans les semaines ou les mois qui viennent. Reportage avec Patrick, prise de son d'interview ensuite avec une vidéo qui est prise en situation réelle, c'est-à-dire pendant une véritable interview qui a lieu, où on voit tout ce qui se passe, comment on procède, et puis finalement une dernière interview, toujours en temps réel, en situation réelle, sur une prise de son en fiction. Voilà, c'est les prochaines vidéos qui se profilent. Voilà. Bon, écoutez, je remercie tous nos téléspectateurs. Hein, on était une cinquantaine, là, mais je pense qu'il y a plein d'autres qui regarderont cette chaîne parce que c'est pas toujours évident d'être là à l'heure. Voilà. Et puis toute notre équipe. Hein, merci à tous. Et puis on va rendre l'antenne à vous Cognac. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.